Eh bien, bonjour à tous. Je vais essayer aujourd'hui de vous expliquer et de mettre à la portée de tous un phénomène très complexe, méconnu de beaucoup, dont il est bien souvent question de nos jours, le plus simplement du monde qu'il me soit possible. La radioactivité. La radioactivité, c'est quoi? D'où vient-elle? Elle existe d'une façon naturelle partout depuis la nuit des temps, mais aussi dans certains cas naturellement d'une façon beaucoup plus forte dans certains endroits que d'autres dans la nature, ou encore provoquée par quelques manipulations humaines de laboratoire utiles ou néfastes selon le cas. Voir cette photo d'une botte ayant subi la radioactivité lors de l'accident de Fukushima, prouvant la rémanence dangereuse des années, voire des siècles après l'accident. Alors, c'est quoi et comment cela fonctionne? Pourquoi certaines matières dites radioactives présentes naturellement dans la nature, sous forme de minerais, dont l'un des plus connus est la pechblende, dont vous voyez ici une photo. Voici une photo d'uranium enrichi et de la position du tableau de classification dit de Mendeleïev, ainsi qu'une partie de sa fiche technique. D'autres minéraux en contiennent, mais je ne les citerai pas ici pour ne pas alourdir le problème. Précisons simplement que cet uranium possède 3 isotopes naturels, l'uranium 234, l'uranium 235 et l'uranium 238. Le plus répandu et représente environ 99% de l'uranium disponible sur Terre. Les isotopes d'un corps possèdent le même nombre de protons et d'électrons, mais un nombre différent de neutrons. Ils peuvent être naturels ou créés par l'homme en laboratoire. Voici la photo explicative d'un isotope, ici ceux de l'hydrogène, mais le principe est le même pour tous. Pourquoi ces corps dégagent tant d'énergie? Mais aussi d'où proviennent ces matières dites radioactives comme l'uranium, permettant de produire en grande quantité de l'énergie comme l'électricité, sans aucune émission de carbone, avec un coût de production relativement faible et durable. La radioactivité a de très nombreuses applications qui vous servent presque chaque jour sans le savoir, comme l'heure qui vous est donnée exacte grâce à la radioactivité, ou les conserves, etc., etc. Mais aussi en médecine curative ou préventive. Hélas, toutes les grandes avancées de la science, il y a toujours la face noire, car c'est à cause du phénomène de radioactivité que l'arme qui pourrait être fatale à l'humanité tout entière a pu être inventée. Je veux parler de la terrible bombe atomique. Commençons par la découverte de ce phénomène physique si important à comprendre dans notre vie de tous les jours. Sa première observation fut faite par Abel Niepce de Saint-Victor, le cousin germain d'un des pionniers de la photographie en 1857 et 1861. C'est un chimiste, lui aussi photographe et physicien. Vous voyez ici sa photo. Il observe alors pour la toute première fois au monde que certains sels sont capables de voiler les émulsions photographiques situées non loin, même dans le noir. Les résultats de ces observations sont alors communiqués le 16 novembre 1857 par son supérieur de recherche hiérarchique à l'Académie des sciences de Paris, un certain Chevreul, qui en est d'ailleurs membre et futur président. C'est alors en 1858, après de nombreuses recherches, qu'Abel Niepce de Saint-Victor réalise que le phénomène anormal est dû à des sels d'uranium. Il s'aperçoit aussi que la lumière émise par ces sels d'uranium invisibles par l'œil humain, qui impressionnent ces plaques photographiques, n'est due ni à la photophosphorescence, ni à la fluorescence, mais
également que ce phénomène de rayonnement invisible n'est pas limité dans le temps, que des mois et des années après, les sels d'uranium gardent cette propriété. Après de nombreuses expériences faites par ce dernier tout au long de sa vie professionnelle, pour essayer de percer ce mystère de la physique, c'est finalement Henri Becquerel, descendant d'une longue lignée de scientifiques avec grand-père et père, membres de l'Académie des sciences, qui va reprendre l'étude de ce phénomène. Vous voyez ici sa photographie. En 1896, il perce le secret d'une manière inattendue en faisant lui aussi des recherches sur la fluorescence des sels d'uranium. Ci-dessous, la photo de l'impression d'une plaque photographique de l'époque, recouverte d'une feuille de papier, avec dessus un morceau de pechblende, le minerai d'uranium. Le tout laissé dans le noir absolu, toute une nuit. La surprise fit l'effet d'une bombe à l'époque en découvrant cette photo lors du développement. Becquerel refit d'ailleurs plusieurs fois cette expérience avant de conclure que le phénomène était dû à une énergie nouvelle, la radioactivité. La science était déjà à cette époque en permanente ébullition. Le monde technologique changeait à grande vitesse, laissant déjà, hélas, de nombreux citoyens sur le côté dans la pauvreté absolue. Ces derniers n'ayant pas su prendre à temps le train de la modernité technologique galopante. Ce qui, j'ai bien peur, fera de même dans des jours proches, avec les conséquences similaires, favorisant souvent l'extrême paupérisation de toute une couche de la société. En 1895, le 22 décembre pour être précis, un certain Wilhelm Röntgen, physicien allemand, dont vous voyez ici la photographie, réalise la première radiographie au monde, celle de la main de son épouse, dont vous avez ici la reproduction photographique. Il venait de découvrir les rayons X émis par un tube de Cook excité électriquement, dont vous avez également la photographie. C'est en cherchant la corrélation du phénomène avec les rayons X tout nouvellement découverts et une succession d'expériences qu'Henri Becquerel éclaircit le mystère. Expérience complexe dont je vous fais grâce ici pour rester simple. Ce phénomène fut attribué définitivement par Henri Becquerel à un rayonnement baptisé alors hyperphosphorescence, précédant les Anglais de quelques jours seulement. C'est en 1897 que Marie Curie, choisissant ce sujet comme thèse de doctorat, révèle au monde les propriétés ionisantes de ce rayonnement. Avec son mari Pierre Curie, il découvre les éléments qui sont à l'origine du phénomène. Voici les photos de Marie et de Pierre Curie. Elle rebaptise alors l'hyperphosphorescence, nom donné au phénomène par Henri Becquerel, en radioactivité, qui restera désormais à la postérité. En 1903, ce sera la découverte par ces derniers de deux autres radioéléments, le polonium et le radium. Henri Becquerel et les époux Curie recevront pour cette importante découverte qui devait révolutionner le monde le prix Nobel de physique en 1903, pour chacun une moitié. La voie de la radioactivité, enfin comprise et expliquée, était ouverte. D'immenses progrès et découvertes suivront dans ce domaine jusqu'à maintenant d'ailleurs. La physique nucléaire n'en est sans doute d'ailleurs qu'à ses débuts. Venons maintenant à l'explication du phénomène d'une façon simple et rationnelle. Il faut tout d'abord expliquer, pour comprendre le reste, d'où et comment vient l'énergie dégagée naturellement par cet élément naturel, l'uranium, et d'autres possédant les mêmes propriétés, comme vous allez le voir. Premièrement, il faut bien assimiler que la matière, peu importe laquelle, en un mot, tout ce qui nous entoure dans l'univers, la Terre, les plantes, les animaux, les objets, y compris l'atmosphère et nous-mêmes, en un mot, tout, absolument tout, est constitué de corpuscules infiniment petits appelés atomes. Vous voyez ci-après le dessin d'un atome relativement simple de nature non désignée volontairement,
Tous les atomes n'ont pas le même nombre de protons, de neutrons et d'électrons, et même de couches d'électrons. C'est cela qui fera leur différence physico-chimique et donnera leur nom. Ce n'est qu'un exemple d'atome X permettant de comprendre la structure de la matière, dont voici un schéma. Quand je dis infiniment petit, le mot est faible puisqu'ils sont environ 1 million de fois plus petits que le diamètre d'un cheveu normal. Tous ces corpuscules de même espèce appelés atomes, réunis ensemble grâce à l'interaction électrostatique des électrons avec le noyau de chaque atome, pour rester simple, car bien d'autres phénomènes rentrent en ligne de compte suivant la situation désirée, et forment ainsi la matière désignée qui nous intéresse à un moment donné. Dans le cas présent, c'est l'uranium qui est un métal. Vous voyez ici la photo en coupe d'une barre d'uranium-235. Remarquez l'employé qui a des gants très spéciaux le protégeant des radiations mortelles et pour un court instant. De quoi sont constitués les atomes? Eh bien, c'est en fait très simple. Les atomes sont tous, sans exception, constitués de la même façon. Imaginons un mini-système solaire. Au centre, vous avez un noyau compact qui est constitué de deux sortes de microparticules, les neutrons et les protons. Vous voyez ici d'ailleurs sur le schéma. Imaginons, pour mieux comprendre, dans notre exemple, que ce noyau soit le Soleil. Tout autour du noyau, d'autres microparticules sont en mouvement circulaire permanent autour du dit noyau. Ce sont les électrons. Reprenons notre exemple imaginé, ce serait autour du Soleil les planètes. Pour vous donner une idée de l'ensemble, si le noyau avait la taille de 1 mm de diamètre, les électrons se situeraient à la périphérie à une centaine de mètres. Un atome, c'est donc du vide. Toutes ces microparticules, protons, neutrons, électrons, sont comme soudés ensemble par deux forces. La force nucléaire, forte, et la force électromagnétique, la plus puissante. La force nucléaire forte ou forte force agit au niveau du noyau, c'est-à-dire au niveau des neutrons et des protons qui sont eux-mêmes constitués de particules élémentaires encore plus petites, les quarks. Ces derniers s'échangent en permanence une particule appelée gluon qui agit telle de la colle et transmet la force forte au noyau. C'est grâce à cela que la matière existe. La force électromagnétique attire entre eux les électrons chargés négativement et les protons chargés positivement, grâce à une autre particule, les photons, que les protons et les électrons s'échangent en permanence, agissant tels des aimants, mais sans jamais se coller. La force électromagnétique assure donc la cohésion de l'atome tout entier. Elle est présente partout dans notre vie. Sans elle, rien n'existerait. Tout comme notre exemple, le système solaire, c'est d'ailleurs la raison du choix de cet exemple, ayant seulement en commun la configuration dans l'espace, pour que cela soit plus concret pour tous. Ce que je viens de vous décrire s'appelle la matière. De nos jours, la matière, pour être plus explicite, l'oxygène, le fer, l'uranium, l'hydrogène, etc., etc., en un mot, toutes les matières chimiques et minérales qui forment l'univers, sont regroupées dans un tableau dit classement périodique des éléments, créé pour la première fois en 1869 par le russe Dmitri Mendeleïev. En voici ci-dessous la photo. Ayant évolué au fur et à mesure des découvertes, il regroupe de nos jours 118 éléments, dont 94 naturels. Ils y sont classés suivant leur nombre de protons ou numéro atomique. Chaque élément de la matière ainsi connue a le sien. Voilà pour un atome dont la structure est dite stable. Ce sont les atomes de la matière qui ne sont pas radioactifs. Ils ne se désintègrent pas spontanément. Ils n'émettent aucun rayonnement. Cependant, certains, pas tous, peuvent, après une manipulation artificielle faite par l'homme, devenir radioactifs. C'est ce que l'on appelle les radioisotopes
dont je vous ai donné plus haut la définition. Voyons maintenant les atomes dits instables naturellement, ceux qui, même au repos, sans aucune manipulation extérieure faite par l'homme, émettent naturellement un rayonnement radioactif. Ce sera la dernière étape expliquant, je l'espère simplement, cette radioactivité. Après, vous serez incollable sur le sujet. Alors, voyons un peu la différence d'un atome de matière instable par rapport à ce que vous savez maintenant sur les atomes stables. C'est en fait assez simple. Vous savez maintenant qu'un atome contient un noyau, appelé aussi nucléide, qui est formé de protons et de neutrons. Dans les atomes dits stables, ils sont pour un atome de matière définie en même nombre et intimement liés entre eux par la forte force. Donc rien ne bouge, il y a équilibre des forces, la matière est stable dans le temps. Pour un atome instable, naturellement, c'est le contraire, son noyau est appelé radionucléide, il est constitué toujours de protons et de neutrons, mais en nombre inégal. Il y a donc rupture d'équilibre et par conséquence de force, sans compter un dérèglement des électrons. Et je vous fais grâce de ce sujet pour essayer simple et compréhensible. C'est du moins mon souhait le plus entier. Vous avez ici le schéma d'un atome instable et de sa désintégration. Il y a soit un surplus de protons ou de neutrons, voire les deux, suivant la matière considérée qui est appelée dans ce cas radioactive et émet des rayonnements ionisants, plus ou moins pénétrants et dangereux. Mais la nature a horreur du déséquilibre. Les protons et neutrons en excès tentent alors de trouver leur place ailleurs, en formant un autre noyau, donc un autre radionucléide, donc une autre matière radioactive. C'est dans ce cas précis que l'on appelle désintégration, qui est la transformation irréversible d'un corps, que les atomes de la matière, alors désignés, émettent de l'énergie puissante par l'intermédiaire de rayonnements dits ionisants, souvent très puissants et dangereux pour la vie des plantes, des animaux et des hommes. Nous parlons alors de rayonnements alpha, bêta ou gamma et bien d'autres microparticules sur lesquelles je ne m'étendrai pas ici pour simplicité, souhaitée de l'ensemble. Ces désintégrations sont spontanées, constantes et longues, suivant chaque matière. Nous parlerons de fusion pour les corps légers comme l'hydrogène et de fission pour les corps lourds comme l'uranium-238. Ainsi, l'uranium se désintégrera 16 fois en divers corps nouveaux, tous radioactifs, avant de devenir la 17e fois un corps inerte et sans danger radioactif. Le plomb, connu et manipulé sans danger du moins sur le plan radioactif par tous. Mais ces désintégrations auront duré des milliards d'années. L'uranium-238 seul a une durée de vie de 4,4 milliards d'années. Tous ces corps radioactifs n'ont pas cette durée de vie. Certains ne dépassent pas quelques siècles ou dizaines d'années, ou même quelques heures, minutes ou secondes, notamment pour les radioéléments utilisés en médecine. Raison des polémiques sur les déchets nucléaires. Il y avait un projet fruit de longues recherches d'ingénieurs français pour réutiliser les matières issues de ces désintégrations de l'uranium, nom de code Astrid. Tous ces déchets stockés, enfouis, ainsi retravaillés, pour en tirer à chaque désintégration une énergie considérable, nous garantissant 1000 ans d'énergie. Ce projet fut abandonné en 2019 par les politiques de l'époque et définitivement enterré par les deux suivants. Pour qui? Pourquoi? Je ne m'étendrai pas sur le sujet. Vous savez donc maintenant l'essentiel de ce qu'est exactement la radioactivité dite naturelle. Elle pourra être provoquée ou accélérée et contrôlée par l'homme, elle sera alors dite artificielle. Mais le principe sera le même. Par exemple, dans certaines centrales nucléaires, ou plus triste, dans la bombe atomique. Sa mesure se fait en millisieverts reçus par an. Elle est d'origine tellurique, c'est-à-dire du sol et du sous-sol, mais aussi cosmique et gazeuse, due au radon, gaz issu de la désintégration de l'uranium, minerai dans le sous-sol en certains endroits de la Terre.
en moyenne basse. La dose ainsi reçue pour la radioactivité naturelle est entre 2 et 3 millisieverts par an et par personne, et peut être triplée en certaines zones géographiques bien ciblées et connues. À cela s'additionnent les examens médicaux, l'alimentation et les catastrophes type Fukushima ou Tchernobyl, total sur une année entre 5 et 6 millisieverts par individu, plus si votre zone d'habitation est propice à une hyperradioactivité. Ainsi, les massifs granitiques comme la Bretagne, le Massif central, les Vosges, certaines parties des Alpes, notamment du Sud, la Creuse et le Limousin, certaines contrées où il y a des mines et minerais d'uranium, augmentent fortement les doses reçues par an. Il y a aussi l'alimentation, comme le gibier, les champignons ou les crustacés, et même l'eau de mer. Les collections de minéraux, certes jolies, mais qui peuvent s'avérer extrêmement dangereux. Il faut bien savoir que toutes ces doses reçues ici et là au cours de sa vie s'additionnent et ne disparaissent jamais de notre corps. La radioactivité acquise dans notre corps ne s'élimine jamais. Aussi, il faut être prudent. Il y a des doses limites à ne pas dépasser pour rester en bonne santé et elles sont très faibles. Raison de l'attention particulière à apporter dans sa vie de tous les jours pour rester le plus possible protégé de ce risque, loin d'être anodin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à transmettre ce lien à vos amis. Tellement de gens ignorent tout de ce phénomène. Trop d'ailleurs. Il ne faut pas en avoir peur, mais savoir pour éviter certaines erreurs peut être utile à tous. Je pense avoir rempli maintenant ma mission. Vous savez maintenant tout, du moins l'essentiel, sur la radioactivité, depuis l'origine de sa découverte jusqu'à son principe physique, ses bienfaits et ses dangers. Comme toutes les avancées technologiques d'ailleurs. Je vous remercie de votre attention.